んにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Vous le savez tous maintenant, l'ancien Premier ministre Abe Shinzo a été abattu en pleine rue lors d'un discours public à Nara le 8 juillet dernier, plongeant le monde entier dans l'effroi et la stupéfaction. L'auteur des faits, Yamagami Tetsuya, 41 ans, ancien membre des forces armées japonaises et sans emploi au moment des faits, a été arrêté sur les lieux de l'attentat et depuis multiplie les déclarations confuses et décousues. Le procureur général de Nara, saisi du dossier et chargé de préparer le procès, l'a fait placer dans un établissement pénitentiaire psychiatrique dans lequel il devra être évalué par un collège d'experts jusqu'au 29 novembre de cette année. C'est de cette expertise que dépendra sa présentation ou non devant un tribunal pour assassinat et acte de terrorisme. Il va sans dire que le pays attend un procès et la famille une condamnation dans cette affaire. Monsieur Abe ne recueillait certes pas l'adhésion de tous, l'opinion publique a d'ailleurs fait pression pour qu'il n'y ait pas d'obsèques nationales aux frais du contribuable, mais le choc reste grand quant à l'impact international qu'a pu avoir ce meurtre. L'actuel Premier ministre Kishida, très critiqué à l'international pour sa politique de fermeture du pays et comparé au shogun Tokugawa pour sa xénophobie assumée, a publiquement exprimé sa grande tristesse quant à la perte de son ancien compagnon de parti et semble déterminé à ce que le procès ait lieu. Il ne dit cependant pas grand-chose de l'influence de certaines sectes dans la société et la sphère politique japonaise sur laquelle les médias et l'opposition l'interrogent depuis que le mobile avoué de Yamagami semble directement lié à l'une d'entre elles. Même si l'instruction du meurtre en elle-même ne porte pas sur cette problématique, il ressort des motivations du meurtrier que les liaisons dangereuses qu'entretiennent politiques et mouvements sectaires ne posent pas problème qu'aux États-Unis et en France. Un petit retour sur l'histoire familiale de Yamagami d'abord. En 1984, lorsqu'il avait 2 ans, son père se suicidait, laissant sa famille dans un grand désarroi et plongeant sa mère dans une dépression qui s'aggravait d'année en année. Son grand frère était devenu borgne et malvoyant suite à un cancer infantile 2 ans plus tard. C'est cette grande fragilité qui l'a fait rejoindre l'église de l'Unification, aussi connue sous le nom de secte Moon, en 1991. Très vite embrigadée et isolée de sa famille, sauf de son fils aîné qui la suivra dans le mouvement, elle fera don de sa fortune personnelle à la secte, soit 100 millions de yens, environ 710 000 euros, privant Yamagami d'études universitaires et mettant toute la famille dans le besoin. Il dit avoir cherché l'amour de sa mère en vain à cette époque où elle était devenue entièrement dévouée à la secte et à son gourou, Sung Myung Moon. C'est ce qui le poussera à s'engager dans l'armée avant de vivre une vie de petits boulots et de grandes névroses jamais soignées. Il dit avoir vécu sa vie d'adolescent et d'adulte dans la haine de la secte Moon et avoir toujours voulu se venger d'elle pour ce qu'elle avait fait à sa famille et à des milliers d'autres. Initialement, il avait prévu d'éliminer Ak Ja-han, la veuve du révérend Moon, et nouvelle patronne de la secte depuis le décès du Messie en 2012. Il avait d'ailleurs conçu une bombe artisanale à cet effet. Mais connaissant les relations privilégiées de la famille Abe avec ce mouvement et voyant que l'ancien Premier ministre visitait sa belle ville de Nara, il avait orienté son choix vers celui-ci, et vous connaissez la suite. Ce dramatique événement permit de faire un topo sur les rapports que le monde politique entretient avec celui des mouvements religieux et effectivement, comme l'anthroposophie a ses entrées et ses soutiens dans le gouvernement français, la secte Moon a toujours entretenu des liaisons dangereuses avec les gouvernements japonais successifs et plus particulièrement avec la famille Abe et le parti Jiminto. Kishi Nobusuke, le grand-père de Abe Shinzo, lui aussi Premier ministre de 1957 à 1960, ancien criminel de guerre, jamais jugé pour son rôle clé dans l'organisation du travail forcé dans les colonies, était très proche du révérend Moon et habitait à Shibuya avec sa famille, dont le petit Shinzo, près des locaux de la secte dont il partageait l'idéologie et les valeurs, même s'il apparaît qu'il n'en fut jamais membre officiellement. Le logo même de l'église et du parti ont une identité graphique assez proche.
Pendant ses mandats, l'ancien Premier ministre Abe avait fait plusieurs fois de la promotion à moitié camouflée pour la secte et s'était montré en public à plusieurs reprises avec des dirigeants du mouvement au nom de la liberté de culte qui régit le pays. Tanaka Tomohiro, le chef de la secte Moon au Japon, a d'ailleurs tenu une conférence de presse le 17 juin dernier dans laquelle il explique que son mouvement n'a rien à voir dans tout cela, que les accusations de dérive sectaire et autres extorsions de fonds ne sont que des accusations mensongères et que même si tout n'est pas parfait dans leur mouvement, leur seul but est d'apporter la paix et l'amour à l'humanité. Certes, tout cela ne justifie en rien le geste de Yamagami, mais permet de voir un peu plus clair dans les allégations de ce dernier et de rétablir une vérité qui, au Japon comme ailleurs, semble quelque peu gêner certains politiques aux entournures. Affaire à suivre. Le 20 juillet dernier, un homme de 34 ans, Yamanaka Kenji, s'écroulait dans une rue de Kandai-Zumicho près de Akihabara, victime de plusieurs coups de poignard dans l'abdomen. Son agresseur avait immédiatement pris la fuite et un passant avait appelé le 110 pour venir secourir le blessé qui se vidait de son sang. Malheureusement, l'homme sera déclaré mort dès son arrivée à l'hôpital. Il ne fallut pas longtemps pour que son agresseur Sasaki Fumitoshi, 35 ans, ne se présente à un poste de police pour se constituer prisonnier comme l'exige le code d'honneur des Yakuza à l'ancienne. Car oui, après consultation du fichier centralisé des gangs, il apparaît que les deux hommes appartenaient à deux gangs rivaux issus des Yamaguchi-gumi et avaient des comptes à régler. Un troisième larron, présent au moment du meurtre, est actuellement activement recherché par la brigade anti-gang pour tirer au clair les motivations profondes de cet acte. La disparition progressive des grandes familles mafieuses historiques, laissant place à des micro-organisations et à des bandes indépendantes sans organisation, la guerre des territoires fait rage même pour un bout de trottoir et les codes changent vite. Les gangs vietnamiens qui n'hésitent pas à exécuter leurs prostituées récalcitrantes en pleine rue, les gangs chinois qui introduisent des drogues jusque-là interdites par les Yakuza, et toutes les excroissances des familles historiques qui prennent leur indépendance et jettent à la poubelle le code d'honneur au profit d'une guerre de bandes. Affaire à suivre. Je vous en parlais en septembre dernier, la mort d'un homme de 37 ans, Yokoyama Yoichiro Hikikomori, c'est-à-dire reclus volontaire et désocialisé à l'extrême, avait choqué le pays et l'opinion publique. En effet, ce furent les parents et la sœur de la victime qui furent accusés de l'avoir laissé mourir, voire de l'y avoir un peu aidé. Le père, Naoki, 70 ans, la mère, Junko, 65 ans, et leur fille Nanako, 36 ans, avaient été placés en garde à vue, puis laissés en liberté le temps de l'enquête avant d'être soumis à une évaluation psychiatrique. Après plusieurs mois d'audition et d'investigation, la police préfectorale de Kanagawa et le procureur ont déclaré avoir réuni toutes les preuves nécessaires pour mettre les trois parents en examen pour meurtre et non-assistance à personne en danger. L'évaluation des médecins a permis de déterminer que tant les parents que la sœur avaient un niveau de compréhension suffisant de la situation pour évaluer le danger de tels traitements. L'homme avait été retrouvé nu, menotté, les pieds attachés par une corde et d'une maigreur cadavérique au domicile familial. À l'époque, la famille avait invoqué les violences de sa part et un comportement inopportun avec sa sœur, les conduisant à l'enfermer tout d'abord, chose qu'il faisait déjà de lui-même, puis à l'attacher. Quoi qu'il en soit, la famille meurtrière devra répondre de ses actes devant un tribunal qui établira la responsabilité des uns et des autres dans cette sinistre affaire. S'ils sont reconnus coupables des charges qui pèsent contre eux, ils risquent 25 ans de prison. Affaire à suivre. Le 26 juillet 2021, Takai Naoko, 54 ans, était retrouvée morte dans sa baignoire à Takatsuki dans la préfecture d'Osaka. C'est son employeur, inquiet de ne pas la voir se présenter à son travail plusieurs jours d'affilée, qui avait contacté son fils adoptif, Rin, 28 ans, consultant en investissement, puis la police après que ce dernier, résident à Kawasaki, n'ait pu donner de ses nouvelles. L'équipage envoyé sur place avait trouvé la femme décédée dans sa baignoire, le visage sous l'eau, visiblement victime d'une noyade.
Un détail avait fait tiquer l'un des médecins chargés de l'autopsie, un petit bandage autour de son poignet anormalement serré malgré les quelques jours passés dans l'eau. Les légistes avaient établi la date du décès au 23 juillet et devant cette possible suspicion de meurtre, la police avait épluché son emploi du temps et son téléphone en quête d'un possible indice, mais en vain. La mort de Takai aurait pu passer pour un accident et être classée si l'un des officiers de police n'avait pas placé ses soupçons sur le fils adoptif, dont le comportement lui semblait suspect. Après des mois d'investigation et de difficiles mandats de réquisition, le juge japonais n'en délivre d'habitude pas sur de simples soupçons, le policier avait pu découvrir une police d'assurance vie d'une valeur de 150 millions de yens, un peu plus d'1 million d'euros, au seul bénéfice de son fils adoptif. Son enquête lui avait permis de découvrir que les deux entretenaient une relation houleuse depuis quelques années et ne se voyaient plus depuis 4 ans. Malgré cela, la police avait été modifiée et les autres bénéficiaires supprimés. C'est l'acharnement du policier qui a aussi permis d'établir, grâce au bornage de son téléphone et à une caméra d'autoroute, que le fils était venu chez sa mère le jour de sa mort. Après avoir eu ces éléments en main, la scientifique avait reconsidéré les prélèvements et leur interprétation, et un ADN de contact avait été retrouvé sur un rouleau de bandage et des ciseaux médicaux retrouvés dans l'armoire à pharmacie de la victime. Cet ADN était celui de Lin, le fils adoptif. Le 23 juillet, il a été arrêté à son domicile de Kawasaki et placé en garde à vue. Il est soupçonné de meurtre et escroquerie à l'assurance ainsi que de faux en écriture. L'intégralité de la somme versée au titre de l'assurance vie a été gelée et l'homme est actuellement en train de répondre aux questions de la brigade criminelle de Osaka. Au vu des preuves recueillies, il risque une peine de 30 ans de prison. Affaire à suivre. Je vous en parlais dans une précédente édition, le 17 juin dernier, un forcené, Hayashi Kazutaka, faisait irruption dans un webcafé de Omiya à Saitama et prenait en otage une jeune employée. Blessée à l'arme blanche et agressée sexuellement par Hayashi, elle avait dû subir 2 semaines de soins et fait toujours l'objet d'un suivi psychologique. L'homme, qui voulait revenir en prison après y avoir passé des années, voit son rêve devenir réalité puisque la cour de Saitama, qui a traité l'affaire rapidement, vient de le condamner à 20 ans de réclusion. Selon la récente réforme du code de procédure pénale, le mis en examen et son avocat avaient plaidé coupable et demandé une audience rapide sans contradiction. La peine appliquée est celle prévue par le code pénal en telles circonstances. Hayashi a pris la parole et a même souligné que si le juge voulait le condamner à perpétuité, il était d'accord. La plaignante a obtenu un droit à des dommages et intérêts qui reste à définir, mais le paiement de ces derniers risque d'être long, voire impossible, puisque le condamné ne possède rien et au mieux sera payé quelques yens de l'heure pour son travail forcé en détention. Comme dans nombre de pays, le plaidé coupable permet d'appliquer la peine plancher, ici 20 ans pour prise d'otage et viol, et évite les procès fleuves et coûteux pour le système. En cas de chef d'accusation multiple, c'est la peine la plus haute qui est appliquée. Affaire classée. Le 25 juillet, la police préfectorale de Nagoya arrêtait un homme de 26 ans, Mochizuki Soma, agent artistique, pour le meurtre de son ex-petite amie Hamamoto Rumi, 25 ans, vendeuse avec qui il avait rompu quelques mois auparavant. C'est la découverte tout à fait fortuite d'un corps dans un local d'entretien sur le toit d'un immeuble début juillet qui avait été à la base de cette terrible affaire. Vite identifié, le corps avait été autopsié pour les besoins de l'enquête et les proches interrogés sur les circonstances probables d'une telle mort. Droguée puis étranglée, la jeune femme avait été traînée dans ce local technique situé sur le toit de son propre immeuble. Les investigations ne furent pas longues car le nom de mademoiselle Hamamoto ressortit immédiatement sur les fichiers de police pour 2 plaintes qu'elle avait déposées en avril et en mai contre un ancien petit ami qui la harcelait et la menaçait des pires sévices si elle ne revenait pas avec lui. D'après l'enquête et les preuves matérielles, caméras vidéo entre autres, la victime aurait accepté de venir chez Mochizuki le 2 juillet au soir pour discuter. Elle avait d'ailleurs envoyé un SMS à sa meilleure amie pour lui dire et l'avertir qu'elle serait intraitable et le sommerait de la laisser tranquille. Et effectivement, sur une caméra urbaine, on voit bien la jeune femme entrer dans l'immeuble de son assassin le soir en rentrant du travail. On ne la verra jamais ressortir.
D'après ses premières déclarations, l'auteur des faits n'aurait pas supporté leur rupture et aurait tout fait pour revenir avec elle, qu'il disait aimer. De son côté, elle évoquait une relation toxique avec un homme violent et porté sur la bouteille, infidèle et méprisant envers elle, qui, après qu'elle l'eût quitté, avait fait du chantage au suicide, puis s'était montré de plus en plus menaçant. C'est après l'avoir vu avec un autre homme que Mochizuki aurait basculé dans cette violence extrême et planifié la mort de son ex-petite amie. Prétextant un enterrement de hache de guerre, elle dit lui avoir fait boire un puissant somnifère mélangé à du thé, puis avoir abusé d'elle avant de l'étrangler et de monter cacher son corps sur le toit où elle sera retrouvée 7 jours plus tard. Le 27 juillet, il a été mis en examen pour meurtre au premier degré et risque 30 ans de prison. Affaire à suivre. Le 23 janvier 2022, vers midi, Miyamoto Kazuma, 29 ans, employé de cuisine, entrait dans le train qui le ramenait chez lui après une nuit et une matinée de travail. Comme d'habitude, il avait acheté quelques bières qu'il buvait pendant son trajet et, se sentant bien à l'aise au milieu de la foule des trains bondés du midi, avait attrapé sa cigarette électronique sur laquelle il tirait goulûment. C'est à ce moment-là qu'un garçon de 17 ans, lycéen en dernière année, vint lui signifier le désagrément qu'occasionnait la fumée de sa cigarette auprès des passagers, lui y compris. Peu enclin au dialogue, Miyamoto s'était levé d'un bond et avait collé un coup de poing en pleine figure du pauvre garçon qui avait volé de l'autre côté du wagon. Toujours énervé, il avait enchaîné avec un coup de pied au ventre et dans la tête avant d'aller se rasseoir, puis il était revenu finir sa bière et tirer quelques bouffées sur sa e-cigarette. Arrivé à la gare de Jichi, le jeune garçon, groggy, était sorti du train, suivi de près par Miyamoto qui l'invectiva à nouveau. Le lycéen, d'après les témoins, ne se serait pas laissé faire et aurait dit à son agresseur qu'il allait avertir la police. C'est bien ce qui déclencha la colère du travailleur fatigué qui lui colla à nouveau un violent coup de poing en pleine figure, laissant le pauvre garçon sur le carreau. Conduit à l'hôpital, on lui trouvera une fracture de la pommette et du nez ainsi qu'un traumatisme crânien. Le passager violent, lui, sera appréhendé vers minuit le soir même alors qu'il reprenait le train pour se rendre à son travail. La cour de Totigi vient de rendre son verdict, il aura 2 ans pour réfléchir à ses actes et à leurs conséquences et pour arrêter de fumer. Affaire classée. Cela fait 3 ans que le drame de l'incendie de Kyoto Animation a eu lieu. Je vous en ai parlé récemment dans une longue vidéo dédiée dont je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. C'est Hata Hideaki, le patron de la compagnie, qui a présidé la cérémonie durant laquelle hommage a été rendu aux 36 victimes. De nombreux messages des survivants et des familles des employés morts dans l'incendie ont été lus et une vidéo commémorative, que je ne peux vous diffuser pour des questions de droit, a été publiée en parallèle sur YouTube, vidéo vue dans le monde entier. Jamais le nom du criminel à l'origine de ce drame n'a été prononcé. Le studio qui a repris ses activités s'est mobilisé pour que les travaux commencés par les artistes tués pendant l'incendie soient terminés et proposés au public dès que possible. Quant à Oba Shinji, le responsable de ce massacre, son évaluation psychiatrique est terminée et le collège d'experts qui l'a vu pendant de nombreux mois a estimé qu'il était tout à fait responsable de ses actes au moment des faits et pourra donc être jugé devant une cour. À ce jour, aucune date n'a encore été fixée pour le début des audiences, mais je ne manquerai pas de vous en avertir, le moment venu. C'est un événement terrible qui a secoué la ville de Sendai dans la préfecture de Miyagi et plus particulièrement le quartier de Minami. Le 7 juillet au matin, alors qu'elles se rendaient au collège, 2 jeunes filles de 13 et 14 ans ont été poignardées dans le dos par un homme de 43 ans, Owari Hiroyuki, sans emploi et connu des services de police pour des délits sexuels sur mineurs. L'homme, qui avait hurlé des insultes aux 2 filles avant de les frapper dans le dos avec un couteau de cuisine, avait ensuite pris la fuite tandis que les passants appelaient les secours. Fort heureusement, les 2 jeunes victimes ont été tirées d'affaire par les équipes médicales, même si l'une d'entre elles souffre toujours de lésions majeures aux poumons et en gardera des séquelles à vie. L'agresseur a été arrêté à son domicile après avoir été identifié par les caméras urbaines et mis en examen pour tentative de meurtre sur mineur. Owari dit avoir délibérément voulu tuer des collégiennes ce jour-là pour se venger de la frustration qu'il ressentait. Explication.
Il avait été arrêté à 7 reprises depuis 1999 pour des agressions sexuelles sur mineurs, dont la dernière visait une jeune fille d'un collège du quartier. Condamné à du sursis et un suivi psy, il avait dû passer 1 mois en hôpital fermé pour une évaluation de dangerosité et avait mal vécu cet enfermement. Les médecins avaient d'ailleurs conclu à une véritable pathologie pédocriminelle et préconisé de le soustraire à la société pour la sécurité de tous. À peine remis en liberté, O'Hally était allé acheter un couteau dans le but de tuer celle qui, selon lui, était à l'origine de tous ces tourments. Placé en unité psychiatrique carcérale, il ne devrait pas être jugé par un tribunal pénal, mais par un groupe d'experts médicaux qui déterminera son placement ou non dans une unité de détention psy, et pour quelle durée. Affaire à suivre. Mes amis, comme moi, vous connaissez ce sentiment voluptueux de retrouver ses habitudes après une période d'exotisme prolongée. Ce retour au bercail après 1 mois sous les tropiques à vous abreuver de mixtures indigènes et de mets chamarrés et indéterminés qui, s'ils ravirent vos papilles et votre goût pour la découverte, vous donnèrent une envie de solide quotidien. Vous les sentez, cette blanquette et cette bouteille de nuit Saint-Georges qui vous revigoreront la carcasse et vous feront sentir si bien dans vos pantoufles. Car oui, comme disait l'autre, si les voyages y a rien de mieux pour voir du pays et que changement d'herbage réjouit les veaux, il n'y a pas à dire, ma bonne dame, il y a bien que chez soi qu'on est bien loin des malfaisants. Alors je sais, je vous ai trimballé chez les zinzins de toutes sortes, les paraphiles protéiformes, les gourmands et les coquins, et je sais que votre soif d'ailleurs a été étanchée. Nous voilà de retour à la maison, mes chéris, et notre blanquette à nous, et n'y voyez aucune allusion salace, nous serons d'accord pour admettre qu'il s'agit bien des fétichistes et voleurs de sous-vêtements. Bravo, je savais que je pouvais compter sur vous. Pour nous repaître de ces histoires salées et flatter nos plus bas instincts, il va nous falloir aller jusqu'à Oharu dans la préfecture d'Aichi, où réside le sieur Yamashita Tsutomu, 41 ans, livreur de profession. Comme tous ses petits camarades de jeu, je parle bien des voltigeurs de balcon et des artistes de la corde à linge, Monsieur Yamashita a, il faut bien le reconnaître, un petit problème relationnel avec les femmes depuis sa plus tendre enfance. Je sais, ça fait un peu cliché et les plus pointus en inclusion quantique d'entre vous me diront sans doute que ce sont donc des poncifs de cet acabit qui nous valurent les heures les plus sombres de notre histoire. Soit, mais à cela je répondrai juste « Oh, ça va maintenant, hein ». Monsieur Yamashita donc, après des années de regards concupiscents sur ses camarades de classe, puis ses collègues de travail, accumulons les non-réussites dans ses tentatives d'approche du beau sexe, et ce, malgré une véritable envie de sa part, comme quoi la volonté seule ne suffit pas, avait décidé de se consacrer entièrement à sa nouvelle passion, sorte d'interface entre l'être désiré et la réalisation de ses désirs charnels, la collection de sous-vêtements féminin. Mais attention, attention, très sélectif, presque élitiste dans son rapport à l'art, Monsieur Yamashita n'est pas un paraphile du textile comme les autres. Il a même un peu de mépris pour ses confrères voleurs de collants, de chaussettes ou de soutien-gorge. Je ne vous dis même pas ce qu'il pense des chouraveurs de godasses. Son mépris à leur égard est à peu près aussi grand que ma boîte à tabac. Monsieur Yamashita, appelons-le Yamashita tout court, ça se fait beaucoup au Japon et c'est quand même plus respectueux que mon petit pote ou tête de nœud. Lui, son truc, c'est la culotte, le string, le panty, enfin, en un mot commençons, le petit linge du joufflu. Ah ah, me direz-vous, non sans un certain dédain, si, ne niez pas, je le sens, mais que cette passion est donc facile à assouvir. Il suffit d'en commander sous pli discret sur toutes les plateformes de vente par correspondance. Banane. Ah, vous êtes bien mouché là. Ce qu'il aime, notre petit pote, puisque c'est comme ça que vous semblez vouloir l'appeler, je ne vous félicite pas d'ailleurs, c'est la lingerie du grand panier à gauche de la machine à laver, pas celle qui sèche sur la corde à linge. Et celle-là, croyez-moi, elle ne se commande pas sur un site de vente en ligne. Enfin, si, mais ce n'est pas les mêmes... Oh, et puis flûte, c'est qui raconte l'histoire, hein? Bon, mais dans son malheur, Yamashita a beaucoup de chance. Il aurait pu être plâtrier ou boulanger...
Alors là, je voulais faire une blague avec Mich, tout ça, et puis au dernier moment, voilà. Mais voilà, notre petit Lupin du caleçon de la veille est livreur de repas à domicile. Chaque jour, chevauchant sa mobilette rutilante et rehaussée d'un plateau de transport aux proportions parfaites comme ma boîte à gants, j'arrête, c'est la dernière, promis, il parcourait la ville pour distribuer les délicieux bento préparés par son restaurateur de patron. Pour ce faire, il entrait ou du moins mettait un pied dans les vestibules de ces dames et n'y voyait aucune allusion graveleuse, le temps bien souvent pour elle d'aller chercher la pointe parce que vous savez ce que c'est, les livreurs n'ont jamais la monnaie, et pas bête comme ça, hein. La différence c'est pour Bibi, la bouffe est froide, mais monsieur, mais là je sens que je m'égare. Profitons de la minute nécessaire pour madame acquérir la monnaie, Yamashita se glissait dans les buanderies, souvent à l'entrée des appartements au Japon, et d'un coup de papate experte et agile, on extrayait les culottes tant convoitées. Triées par adresse, couleur, âge de la propriétaire, attention, toujours adulte, hein, monsieur a de la morale, les précieux trésors étaient ensuite utilisés dans des mises en scène épiques et onaniques que monsieur immortalisait sur 1080p et partageait au monde entier, car après tout, qui n'a pas envie de voir un cadre à chauve se polir le chinois sur un slip de ta cousine, hein, je vous le demande. Mais une fois de plus, et comme tous les épicuriens du petit linge, Yamashita a eu les yeux plus grands que le bas-ventre, et c'est la main dans le panier de linge sale qu'il s'est fait pincer un beau matin de juillet. Livrés aux archers du roi, ces derniers découvriront à son domicile plus de 200 culottes emballées, étiquetées et bien rangées dans des petits casiers. Mais ce sens remarquable de l'organisation ne le sauvera pas d'un passage devant le juge et, qui sait, d'une punition exemplaire à la hauteur du crime commis. Moralité ? Frôlée par les ombres des morts sur l'herbe où le jour s'exténue, l'Arlequine s'est mise nue et dans les temps mire son corps. Un charlatan crépusculaire vante les tours que l'on va faire, le ciel sans teinte et constellé d'astres pâles comme du lait. Je sais, ça n'a rien à voir, mais j'adore ce poème d'Apollinaire. Et voilà, je savais bien qu'on reviendrait en dessous de la ceinture un jour. J'ai le mal en moi, je suis un monstre lubrique. Ils me le disent dans les commentaires pourtant qu'il faut que je me repente et fasse pénitence. Oh oui, maîtresse, punis-moi, je me repens, je suis vilain. C'est l'été, alors je fais une petite pause, coup de pouce et en profite pour lancer un appel. Si vous avez une chaîne qui traite de sujets susceptibles de m'intéresser, true crime, cinéma, musique de sauvage, etc., n'hésitez pas à me contacter à cette adresse, contact@satsujin.fr, mais je vous la mets en description, et à m'envoyer une petite présentation de votre chaîne en vidéo, essayez de ne pas dépasser la minute, je la passerai dans la nouvelle mouture de la rubrique dès la rentrée. Je programmerai toutes vos vidéos, enfin sauf les ouvertures de cartes Pokémon ou votre menu en bleu pendant une semaine, ça je les brûlerai pendant le sabbat. Alors essayez d'être créatif et passionnant. Ne soyez pas timide ou craintif, si votre chaîne n'a que 7 abonnés, mais que vous pensez vraiment qu'elle peut m'intéresser et passionner les foules, en piste, j'attends vos messages et vos vidéos les amis. Voilà, cette 58e édition de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant, je ne saurais que vous conseiller de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et même de partager cette vidéo, mais pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, d'après une récente étude de la NASA, le fait d'être abonné à ma chaîne protégerait de 47% en plus contre les vents solaires et les attaques de requins. Voilà, c'est tout, c'est scientifique. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez faire un geste pour la recherche de ma monétisation en me laissant un petit pourboire sur Tipeee ou Utip ou en cliquant sur le Super Thanks sous la vidéo. Là, le petit cœur avec le dollar. Merci. Vous pouvez également aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne ainsi que des goodies du feu de Dieu. Et arrêtez, je sais que vous adorez cette expression. La boutique Spreadshirt vous tend les bras et vous accueille avec ses designs chamarrés, 3 fois que j'utilise chamarré aujourd'hui, qui au bord de la piscine vous donne un bonus séduction non négligeable et vous permettra de conclure enfin avant de reprendre le chemin du bureau. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Oui, j'y suis souvent et y poste régulièrement des photos d'aspirateurs à miettes, j'adore ça. Allez, je vous quitte, je vais manger. Eh bien, mon chéri, tu n'as pas de veine parce que justement,
Mon rôti de bœuf est un peu trop cuit. Matane. Et là, c'est la musique qui commence. Pa, 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 pa.